Vous avez essayé. Vous avez vraiment essayé. Vous avez construit des distances. Vous avez changé vos habitudes. Vous avez évité certaines rues, certaines chansons, certaines heures de la journée parce que ces heures-là lui appartenaient, et vous ne saviez pas encore comment les réclamer pour vous. Vous avez peut-être même trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui ne vous compliquait pas la vie, qui ne vous gardait pas éveillé à 3 heures du matin avec des questions sans réponse, qui ne déclenchait pas en vous cette tempête silencieuse que vous n'arriviez même pas à décrire. Et vous vous êtes dit, voilà, c'est ça, la maturité. C'est ça, avancer. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose, une sensation, une vibration, quelque chose d'à la fois très petit et absolument immense, ne disparaissait pas. Comme une fréquence radio que vous ne parveniez pas à couper. Comme un fil tendu entre 2 points dans l'espace. Un fil que vous ne voyiez pas, mais que vous sentiez. Toujours. Même quand vous faisiez semblant de l'avoir oublié. Même quand vous jouiez parfaitement le rôle de quelqu'un qui a tourné la page. Et la question, cette question que vous avez peut-être posée à un ami de confiance, à un thérapeute, au plafond de votre chambre à une heure impossible, cette question revenait inlassablement. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en détacher complètement? Pourquoi, peu importe ce que je fais, peu importe combien de temps passe, cette personne occupe encore une partie de moi que rien d'autre ne semble capable de remplir? Carl Jung avait une réponse à cette question. Une réponse qui n'est ni romantique au sens naïf du terme, ni rationnelle au sens froid du terme. Une réponse qui se situe quelque part entre la science et le mystère, entre la psychologie et la philosophie, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous pouvons seulement ressentir. Sa réponse était ceci: certains êtres humains ne peuvent tout simplement pas se résister. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de volonté, pas parce qu'ils sont naïfs ou dépendants ou incapables de fonctionner seuls, mais parce qu'il existe entre certaines âmes une gravitation, une force d'attraction qui opère à un niveau plus profond que la conscience ordinaire, plus profond que les décisions rationnelles, plus profond que les bonnes résolutions du lundi matin. Et cette force, nous allons en explorer la nature aujourd'hui, honnêtement, en profondeur, sans édulcorer ni exagérer. Cette force a quelque chose d'inévitable, pas dans le sens du fatalisme passif, mais dans le sens de quelque chose qui attend, qui est patient, qui sait que le temps joue en sa faveur, et qui, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, trouve toujours son chemin. Bienvenue. Pour comprendre pourquoi 2 personnes destinées l'une à l'autre ne peuvent pas se résister longtemps, il faut d'abord comprendre ce que Jung voulait dire par « destinée », parce que ce mot est dangereux. Utilisé à la légère, il devient un prétexte à tout, à la passivité, à la dépendance, à l'obsession habillée en amour cosmique. Jung était un homme trop rigoureux pour cautionner ce genre de glissement. Pour lui, le destin n'était pas un script écrit à l'avance par une main divine invisible. Il n'était pas non plus une simple métaphore romantique sans contenu réel. Le destin, dans la pensée jungienne, est quelque chose de structurel. Quelque chose ancré dans la nature profonde de la psyché humaine. Dans ces couches de l'inconscient que nous ne choisissons pas, que nous n'avons pas construites, que nous avons héritées de millénaires d'expériences humaines accumulées. Il appelait cela les archétypes. Et parmi tous les archétypes qu'il a identifiés, l'héros, l'ombre, la grande mère, le sage, il y en avait un qui le fascinait particulièrement, parce qu'il était à la fois universel et intensément personnel, l'anima et l'animus. Voici comment fonctionnent ces archétypes, dans les termes les plus simples possibles. Chaque être humain porte en lui une polarité psychique opposée à son genre dominant. L'homme porte en lui un féminin intérieur. Jung l'appelait l'anima. La femme porte en elle un masculin intérieur, l'animus. Ces polarités ne sont pas de simples idées abstraites. Elles sont des forces psychiques vivantes, actives, qui cherchent à s'exprimer, à s'intégrer,
à trouver leur place dans la totalité de la personnalité. Et voici ce qui est crucial pour comprendre la résistance impossible entre deux êtres destinés. Quand nous rencontrons quelqu'un qui incarne, avec une précision troublante, les qualités de notre anima ou de notre animus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pas de l'attraction superficielle, pas du désir ordinaire, mais une reconnaissance, une activation. Comme si une partie de nous-mêmes, une partie que nous portions depuis toujours, sans pouvoir lui donner une forme, sans pouvoir la toucher, sans pouvoir l'entendre, trouvait soudainement un miroir dans le monde extérieur. Et face à ce miroir, toute résistance devient artificielle. Parce que vous ne résistez pas seulement à cette personne, vous résistez à une partie de vous-même. Et c'est une résistance que l'âme, à long terme, ne peut pas maintenir. Permettez-moi d'être précis sur ce point, parce qu'il est central. La résistance dont nous parlons ici, cette résistance que vous avez peut-être construite avec toute la force de votre volonté consciente, elle ne vient pas d'un endroit mauvais. Elle vient souvent d'un endroit très sage. Vous avez été blessé. Vous vous êtes protégé. Vous avez construit des murs parce que les murs ont une fonction. Ils nous permettent de cicatriser, de reprendre notre souffle, de retrouver notre sol sous les pieds. Mais il y a une différence entre les murs qui guérissent et les murs qui emprisonnent. Et Jung savait, parce qu'il avait vu cette dynamique des centaines de fois dans sa pratique clinique, que lorsque la résistance persiste trop longtemps contre une connexion qui est fondamentalement authentique, quelque chose commence à dysfonctionner dans la psyché. L'énergie refoulée ne disparaît pas, elle se déplace, elle trouve d'autres sorties, parfois dans des comportements compulsifs, le travail excessif, la suralimentation, l'alcool, les relations qui fonctionnent comme des anesthésiants plutôt que comme de véritables connexions. Parfois dans des rêves d'une intensité inhabituellement forte, récurrents, chargés d'une symbolique évidente même pour celui qui rêve. Parfois dans cette mélancolie diffuse, inexplicable, qui s'installe dans les moments de silence et que vous n'arrivez pas à attribuer à quelque chose de précis parce que votre vie objective va bien ou devrait aller bien selon tous les critères raisonnables. Voici ce que Jung aurait dit sur ce phénomène. Il aurait dit que la psyché a ses propres lois, ses propres besoins, et que ces lois sont aussi réelles, aussi contraignantes que les lois de la physique. Vous pouvez ignorer la gravité pendant un temps, vous pouvez sauter, vous pouvez voler dans un avion, mais la gravité est toujours là. Elle vous attend. Et à terme, tout ce qui monte redescend. La gravitation entre deux âmes qui se reconnaissent fonctionne de la même façon. Vous pouvez construire de la distance, vous pouvez vous occuper, vous pouvez vous convaincre, avec toute la rigueur intellectuelle dont vous êtes capable, que c'est le passé, que c'était une erreur, que vous avez tourné la page. Mais quelque part dans l'inconscient, une connexion qui n'a pas été résolue continue d'exercer sa force d'attraction. Et les êtres humains, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non, gravitent vers ce qui est non résolu en eux. Maintenant, voici quelque chose d'important à comprendre. Ne peuvent pas se résister longtemps, ne signifie pas nécessairement ce que l'on croit d'abord. Cela ne signifie pas que deux personnes destinées l'une à l'autre vont inévitablement finir ensemble de la façon dont on l'imagine dans les films. Pas nécessairement en couple, pas nécessairement dans une relation conventionnelle, pas nécessairement avec un happy ending cinématographique. La résistance qui finit par céder peut prendre des formes très différentes. Elle peut prendre la forme d'une conversation, d'un message envoyé après des mois ou des années de silence, d'une rencontre fortuite qui n'était pas planifiée, mais qui n'était pas non plus entièrement due au hasard. Elle peut prendre la forme d'une réconciliation, ou d'une clarification, ou d'un adieu qui, cette fois, est complet d'une façon que le précédent ne l'était pas. Elle peut prendre la forme d'une compréhension nouvelle, une compréhension qui n'implique pas forcément l'autre directement, mais qui implique ce que la relation avec l'autre vous a appris sur vous-même. Dans tous les cas, ce qui cède n'est pas la force de votre caractère. Ce qui cède, c'est la résistance artificielle à quelque chose qui est fondamentalement vrai. Et il y a dans ce moment de cession
quel qu'il soit, une qualité de soulagement qui est à la fois humble et profonde, comme si votre corps entier exhalait enfin un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Jung avait un concept particulièrement beau pour décrire ces moments. Il parlait du kairos, un mot grec qui désigne non pas le temps chronologique, linéaire, mesurable par une horloge, mais le temps opportun, le temps juste, le moment où quelque chose qui attendait dans l'invisible trouve enfin les conditions nécessaires pour se manifester dans le visible. Le kairos ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être planifié. Il ne peut pas être commandé par votre volonté consciente, aussi forte soit-elle. Mais il peut être préparé. Et la façon dont vous le préparez, la façon dont vous travaillez sur vous-même, dont vous devenez plus entier, dont vous abandonnez progressivement les défenses qui ne vous servent plus, détermine si vous serez prêt à reconnaître le kairos quand il arrive. Parce que le kairos se présente parfois de façon très discrète. Pas avec des trompettes et des éclairs, parfois juste avec une simple opportunité, une fenêtre ouverte, un instant de vulnérabilité partagée, où l'habituel se suspend et où quelque chose de plus vrai peut enfin entrer. Allons un peu plus loin dans la mécanique psychologique de tout ceci. Pourquoi certaines personnes exercent-elles sur nous une attraction qui dépasse clairement le cadre ordinaire? Pourquoi certains visages restent-ils gravés dans notre mémoire longtemps après que la rencontre aurait dû s'estomper? Pourquoi certaines voix continuent-elles de résonner dans nos têtes des semaines, des mois, parfois des années après la dernière conversation? Jung avait plusieurs réponses à cela, et elles sont complémentaires, pas contradictoires. La première réponse, la projection. Nous projetons constamment sur les autres des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore conscientisés, pas encore intégrés. Nous voyons dans l'autre ce que nous ne savons pas encore voir en nous. Quand quelqu'un vous attire avec une intensité inhabituelle, la première question jungienne que vous pouvez vous poser est « Qu'est-ce que je vois en cette personne que je n'ai pas encore reconnue comme étant aussi en moi ?» Peut-être une liberté que vous n'osez pas encore vous accorder. Peut-être une vulnérabilité que vous avez soigneusement évité d'afficher. Peut-être une façon d'être dans le monde, légère ou grave, ou courageuse, ou tendre, qui correspond à quelque chose que vous portez en vous, mais que vous n'avez pas encore autorisé à s'exprimer. L'attraction irrésistible est souvent, en partie, l'attraction vers une version de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée. La deuxième réponse, la blessure complémentaire. Voici quelque chose de moins confortable, mais d'essentiel. Nous sommes souvent attirés avec une intensité particulière vers des personnes dont les blessures résonnent avec les nôtres. Pas parce que nous cherchons à souffrir davantage, du moins pas consciemment, mais parce que l'inconscient cherche à réparer. Il cherche à rejouer un scénario familier dans l'espoir d'en trouver enfin une résolution différente. L'enfant qui n'a pas reçu l'amour conditionnel qu'il cherchait d'un parent sera souvent attiré, à l'âge adulte, vers des partenaires qui reproduisent cette dynamique. Pas parce qu'il est masochiste, mais parce que son inconscient croit, avec une conviction absolue et totalement irrationnelle, que cette fois, s'il fait les choses correctement, il obtiendra enfin ce qu'il cherchait depuis le début. Jung ne vous dirait pas que c'est une raison de fuir ces connexions. Il vous dirait que c'est une raison de les traverser avec conscience. Parce que si vous fuyez chaque connexion dès qu'elle active votre blessure, vous ne vous libérez pas de la blessure. Vous lui donnez simplement plus de pouvoir. Vous la laissez continuer à diriger votre vie depuis les coulisses. Mais si vous avez le courage de rester, pas de vous laisser détruire, mais de rester conscient, de regarder ce qui se passe vraiment, de distinguer la projection de la réalité, vous pouvez commencer à guérir quelque chose qui attendait depuis très longtemps. La troisième réponse, la complémentarité des ombres. C'est peut-être la réponse la plus sophistiquée et la plus troublante. Chacun de nous porte une ombre. Cet ensemble de qualités, de désirs, de peurs que nous avons refoulées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que nous voulions donner de nous-mêmes ou à l'image que les autres attendaient de nous. Or, nous sommes souvent attirés vers des personnes qui expriment ouvertement ce que nous réprimons.
qui vivent ce que nous interdisons à nous-mêmes de vivre, qui osent ce que nous n'osons pas. Nous les admirons, nous les désirons. Et parfois, nous les jugeons aussi. Parce que voir quelqu'un vivre librement ce que nous nous sommes défendus est à la fois libérateur et menaçant. La connexion entre deux personnes dont les ombres se complètent a une qualité électrique particulière, une qualité de miroir, d'éveil, de révélation. Et cette qualité ne disparaît pas simplement parce qu'on a décidé de mettre de la distance. Elle attend. Patiente. Elle sait que tôt ou tard, si aucun des deux n'a fait le travail d'intégration nécessaire, l'attraction va recommencer à exercer son attraction. Parce que l'ombre, non intégrée, est magnétique. Pour nous et pour ceux que nous attirons. Parlons honnêtement des tentatives de fuite. Parce que vous les avez peut-être faites. Ou peut-être les observez-vous chez quelqu'un que vous connaissez. La première tentative de fuite, l'occupation frénétique. Vous remplissez votre calendrier à ras-bord. Vous dites oui à tout. Les projets professionnels, les sorties sociales, les engagements que vous n'aviez pas planifiés. Vous vous créez une vie si dense, si structurée, si bruyante, qu'il ne reste plus d'espace pour penser à cette personne. Ça fonctionne. Pendant un temps. Tant que vous êtes en mouvement, le silence n'a pas l'occasion de parler. Mais le silence revient toujours. Dans les transports. Dans les premiers moments après le réveil, avant que la journée n'ait repris ses droits. Dans ces espaces entre deux activités que vous n'aviez pas entièrement prévu de remplir. Et dans ce silence, la pensée revient, le visage revient, la question revient, la deuxième tentative de fuite, la rationalisation intellectuelle. C'est une tentative particulièrement sophistiquée, et elle est souvent la préférée des gens intelligents qui peuvent construire des argumentations très convaincantes. Vous listez les raisons pour lesquelles cette connexion ne fonctionne pas. Vous analysez les incompatibilités. Vous cataloguez les erreurs passées. Vous construisez un dossier mental intitulé « Preuve que cela ne peut pas fonctionner ». Et vous le consultez régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous avez bien fait d'y mettre fin. Le problème, c'est que l'attraction ne lit pas les dossiers. L'attraction opère en dessous du niveau de la rationalité. Pas parce qu'elle est irrationnelle dans le sens négatif du terme, pas parce qu'elle est aveugle ou stupide, mais parce qu'elle répond à des informations que votre intellect conscient ne traite pas. Elle répond à des fréquences, à des résonances, à des patterns que votre corps et votre inconscient enregistrent avec une précision que votre esprit analytique ne peut pas tout à fait reproduire. Vous pouvez avoir raison sur tous les points de votre argumentation. Et la connexion peut quand même survivre à tous ces arguments. Parce qu'elle n'est pas un argument, elle est une réalité. La troisième tentative de fuite, le remplacement. Vous trouvez quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, souvent délibérément différent, comme pour prouver quelque chose, comme pour démontrer que vous avez évolué, que vos goûts ont changé, que vous ne cherchez plus ce que vous cherchiez. Et peut-être que cela fonctionne. Peut-être que cette nouvelle connexion est authentique, belle, enrichissante à sa façon. Les choses ne sont pas binaires. Aimer quelqu'un d'autre n'est pas une trahison de qui vous êtes vraiment. Et une connexion authentique reste authentique même si elle n'est pas la connexion qui vous a le plus marqué. Mais souvent, trop souvent, le remplacement est une distraction. Et une distraction a une durée de vie limitée. Elle peut être longue, elle peut être confortable. Mais à un moment donné, dans les moments de plus grande intimité ou de plus grande solitude, quelque chose revient à la surface. Une comparaison involontaire. Une réaction physique à un parfum, à une façon de rire, à une phrase prononcée d'une certaine façon. Un rêve qui ne vous demande pas la permission pour faire remonter ce que vous avez essayé d'enfouir. Il y a une dimension de tout ceci que Jung, en homme de son époque, mais aussi en homme profondément curieux des connexions entre psyché et corps, a effleuré et que la recherche contemporaine a considérablement approfondi. Le corps garde la mémoire, pas métaphoriquement, littéralement.
Les connexions profondes, les connexions qui nous touchent à un niveau archaïque, qui activent nos archétypes les plus fondamentaux, qui réveillent des parties de nous que nous n'avions pas encore conscientisées. Ces connexions laissent des traces physiologiques. Le système nerveux enregistre. Le corps mémorise. Les sensations associées à une personne particulière. Le timbre de sa voix, l'énergie de sa présence, la façon dont l'atmosphère d'une pièce changeait légèrement quand elle y entrait, tout cela est stocké dans des couches de mémoire qui ne sont pas accessibles à la volonté consciente. C'est pour ça que certaines odeurs déclenchent des émotions que vous n'attendiez pas. Que certaines chansons vous ramènent instantanément dans un moment que vous croyiez avoir digéré. Que certains paysages, certaines lumières de fin d'après-midi, certaines textures de ciel vous donnent un sentiment de nostalgie qui n'a pas tout à fait de nom. Le corps sait des choses que l'esprit n'a pas encore formulées. Et quand la connexion est profonde, quand elle a atteint ces couches-là, le corps ne l'oublie pas simplement parce que l'esprit a décidé d'avancer. Jung l'aurait dit ainsi. La psyché n'est pas séparable du corps. L'inconscient ne vit pas uniquement dans la tête. Il vit dans les cellules, dans les réflexes, dans ces réponses automatiques que vous n'aviez pas décidées et que vous n'arrivez pas à expliquer. Et c'est pourquoi la résistance purement mentale, la décision intellectuelle de ne plus ressentir quelque chose, a ses limites. Vous ne pouvez pas décider de ne plus ressentir. Vous pouvez décider de comment vous répondez à ce que vous ressentez. Vous pouvez décider de ce que vous faites de ces sensations. Vous pouvez apprendre à les traverser sans en être gouverné. Mais les nier complètement, les effacer par décret intérieur. L'expérience humaine universelle suggère que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et Jung, en observateur scrupuleux de cette expérience humaine, était le premier à le reconnaître. Il faut maintenant aborder quelque chose d'important. Quelque chose que cette conversation nécessite dans un souci d'honnêteté totale. Il existe une ligne, parfois fine, parfois évidente selon les cas, entre une connexion destinée et une dépendance émotionnelle. Et Jung insisterait pour que nous ne confondions pas les deux. La connexion destinée vous grandit. Elle vous révèle à vous-même. Elle vous pousse vers plus de vous-même, vers plus d'honnêteté, plus de courage, plus d'intégration. Même quand elle est douloureuse, la douleur a une qualité productive. La douleur qui enseigne quelque chose. La dépendance émotionnelle, elle, vous diminue. Elle fonctionne sur le mode de la pénurie. Elle vous fait croire que vous ne pouvez pas exister pleinement sans l'autre. Elle transforme l'autre en condition préalable à votre propre bien-être, à votre propre sécurité, à votre propre existence significative. La question à se poser honnêtement, et c'est une question difficile qui mérite une réponse honnête, est celle-ci. Est-ce que cette connexion me rend plus moi-même ou moins moi-même? Est-ce que la pensée de cette personne m'ouvre quelque chose ou m'enferme? Est-ce que l'attraction que je ressens me pousse vers ma propre croissance ou me maintient dans un état de suspension, dans l'attente que quelque chose d'externe vienne résoudre ce que seul mon travail intérieur peut résoudre? Ces questions ne sont pas des jugements, elles sont des boussoles. Jung avait un avertissement précis sur ce point. Il disait que l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que font les êtres humains dans les relations est de projeter sur l'autre la responsabilité de leur propre complétude. Nous cherchons dans l'autre ce que nous n'avons pas encore trouvé en nous. Nous lui demandons de remplir un vide qu'il n'a ni la capacité ni la mission de remplir. Et quand il n'y arrive pas, parce qu'aucun être humain ne peut véritablement remplir le vide d'un autre, nous le tenons responsable de notre malheur. La connexion destinée n'est pas celle qui vous complète, parce que vous êtes incomplet. C'est celle qui vous rencontre dans votre propre complétude, même imparfaite, même en cours de construction, et qui enrichit ce que vous êtes déjà. C'est une différence fondamentale. Et elle change tout dans la façon dont vous vivez la relation et dont vous survivez à sa possible absence temporaire. Parlons maintenant des retours.
parce qu'ils se produisent. Peut-être pas toujours de la façon qu'on attendait, peut-être pas toujours au moment qu'on avait imaginé, mais ils se produisent, dans toutes leurs formes, attendues et inattendues, visibles et invisibles. Vous recevez un message après 6 mois de silence complet. Juste « Comment tu vas ?» 3 mots qui semblent anodins et qui ne le sont pas du tout, que vous lisez et relisez 10 fois en vous demandant ce qu'ils signifient vraiment, ce qui les a déclenchés, ce que la personne espère en les envoyant. Ou vous vous retrouvez face à face dans un endroit que ni l'un ni l'autre n'aviez prévu de visiter ce jour-là. Et pendant les 5 premières secondes, avant que la politesse reprenne ses droits, avant que le sourire habituel soit recalibré, vous voyez quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui dit « Oui, moi aussi ». Tout ce temps. Ces retours, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils mènent à une continuation ou simplement à une clarification, Jung les aurait vus comme des confirmations d'une réalité qui n'avait pas disparu, comme des preuves que la connexion, bien qu'elle ait changé de forme, n'avait pas cessé d'exister dans les profondeurs. Mais voici ce que Jung dirait aussi sur les retours. Un retour n'est beau et fécond que s'il se produit entre 2 personnes qui ont chacune fait leur chemin dans l'intervalle. Un retour entre 2 personnes identiques à ce qu'elles étaient, n'ayant ni l'un ni l'autre grandi, n'ayant ni l'un ni l'autre regardé honnêtement ce qui avait provoqué la séparation, et condamnés à rejouer les mêmes scénarios, avec les mêmes frictions, les mêmes malentendus, les mêmes douleurs. Parce que ce qui a mené à la séparation n'a pas été résolu. Il a été simplement mis en pause. Le retour authentique, le retour qui a une chance de construire quelque chose de différent, se produit quand au moins l'un des deux, et idéalement les deux, a utilisé le temps de la séparation pour se rencontrer lui-même plus honnêtement, pour identifier ses patterns, pour intégrer des aspects de lui-même qu'il projetait auparavant sur l'autre. Ce retour-là n'est pas un recommencement, c'est une continuation, à un niveau plus profond, avec plus de ressources, avec les yeux plus ouverts. Il y a une compétence psychologique que Jung valorisait énormément et que notre culture rationnelle et orientée vers le contrôle tend à sous-estimer. La compétence de faire confiance à ce que l'on ne peut pas voir. Pas la foi aveugle, pas la naïveté, pas le refus de regarder la réalité en face, mais la capacité à reconnaître que certaines réalités importantes de la vie humaine opèrent dans des dimensions qui ne sont pas entièrement saisissables par l'intellect conscient. Que certaines forces, les forces qui nous relient les uns aux autres, qui orientent notre vie vers certaines rencontres plutôt que d'autres, qui créent les synchronicités qui nous surprennent, que ces forces méritent d'être prises au sérieux, même quand elles ne se laissent pas mesurer ou contrôler. Pour les connexions profondes, cette confiance prend une forme particulièrement exigeante. Elle demande de croire que ce qui est authentique ne disparaît pas simplement parce qu'on ne le voit pas, que ce qui est réel survit aux absences et au silence, que le temps, même quand il est long, même quand il est difficile à traverser, ne dissout pas les connexions qui sont fondées sur quelque chose de plus profond que les circonstances. Il y a une phrase que Jung n'a pas dite, mais qui capture l'esprit de sa pensée, que j'aime beaucoup. On résiste rarement à ce qu'on reconnaît vraiment. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous éprouvez cette reconnaissance, cette sensation inexplicable d'avoir déjà connu cette personne, de savoir déjà comment elle pense, de reconnaître quelque chose de fondamentalement familier dans sa façon d'être, la résistance que vous pourriez construire ensuite est toujours un peu artificielle, parce qu'elle va contre quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez déjà su, que votre âme a enregistré avant que votre ego ait eu le temps d'intervenir. Et cette connaissance-là, cette reconnaissance primordiale, est extrêmement difficile à démentir sur la durée. Elle attend. Elle est patiente. Elle fait confiance, autant d'une façon que nous n'arrivons généralement pas à imiter. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Concrètement. Pratiquement. Parce que cette vidéo n'est pas seulement une invitation à la contemplation philosophique. Elle est aussi, j'espère,
une invitation à l'action intérieure. Et la première action intérieure que Jung recommanderait est celle-ci. Cessez de vous demander si l'autre va revenir. Et commencez à vous demander, qui suis-je en train de devenir pendant ce temps-là? Cette question change tout. Elle vous retire de la passivité de l'attente et vous place dans la dignité de la construction. Elle vous rappelle que le temps qui vous sépare, quel qu'il soit, n'est pas du temps perdu. C'est du temps disponible pour un travail qui ne peut se faire qu'en vous, pour des prises de conscience qui ne peuvent venir que de vous, pour une croissance qui ne peut être accomplie que par vous. Jung avait un terme pour ce processus, l'individuation. C'est le voyage vers la totalité de soi-même. Le voyage par lequel nous cessons d'être une collection de fragments, une persona publique par-ci, un complexe refoulé par-là, une ombre ignorée ici, des désirs niés là, et commençons à devenir quelque chose de plus cohérent, quelque chose de plus entier. L'individuation n'est pas un état d'arrivée. Ce n'est pas un sommet qu'on atteint et depuis lequel on contemple sereinement les plaines de sa propre perfection accomplie. C'est un mouvement continu vers plus de conscience, plus d'honnêteté, plus d'intégration. Et ce mouvement change la qualité de tout ce que vous vivez. Il change la qualité de vos perceptions, de vos relations, de vos choix. Il change, notamment, la qualité de ce que vous pouvez offrir dans une relation. Parce que quelqu'un qui est en chemin vers sa propre totalité n'a plus besoin de l'autre de la même façon. Il ne cherche plus à combler un vide. Il n'est plus en mode pénurie. Il peut se tenir dans la connexion à partir d'un endroit de plénitude relative. Pas de perfection, mais de plénitude relative. Et c'est ce changement de posture, ce passage de la demande anxieuse à l'offre généreuse, qui transforme fondamentalement ce qu'une connexion peut devenir. La deuxième action concrète, travailler sur ces patterns de relations. Pas théoriquement, pas en lisant des livres sur le sujet. Les livres sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Mais en observant, honnêtement et courageusement, les patterns qui se répètent dans vos relations. Quelles sont les dynamiques qui se rejouent invariablement? Quel rôle vous retrouvez-vous à jouer dans différentes relations, avec différentes personnes, mais selon des scripts étrangement similaires? Y a-t-il un pattern où vous donnez davantage que vous ne recevez? Un pattern où vous fuyez dès que la connexion devient trop réelle? Un pattern où vous attendez que l'autre fasse le premier pas, toujours, systématiquement, au risque de rater quelque chose d'important? Ces patterns sont des messages de l'inconscient. Ils ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont des adaptations, des stratégies développées à un moment de votre vie pour survivre à des situations difficiles. Et ils ont fonctionné, autrefois. Mais ils coûtent peut-être très cher aujourd'hui. Les reconnaître ne les efface pas immédiatement. Mais les reconnaître est la condition préalable à tout changement. La troisième action. Apprendre à vous tenir dans l'incertitude. C'est peut-être la compétence la plus difficile de toutes pour les êtres humains modernes, élevés dans des cultures qui valorisent le contrôle, la certitude, la capacité à planifier et à prédire. Il y a des choses dans la vie, et les connexions profondes en font partie, qui ne peuvent pas être contrôlées, qui ne peuvent pas être planifiées, qui ne peuvent pas être garanties. Et apprendre à se tenir dans cette incertitude sans s'effondrer, sans se fermer prématurément, sans chercher à forcer un résultat avant que les conditions soient mûres, c'est une forme de maturité psychologique que Jung associait directement à la progression dans l'individuation. L'incertitude n'est pas un ennemi. C'est l'espace dans lequel les choses authentiques ont la possibilité de se développer. Les choses forcées, contrôlées, planifiées, ont souvent une qualité plastique, artificielle, fragile. Les choses qui émergent dans l'espace de l'incertitude assumée ont une densité différente, une authenticité différente. Elles ressemblent à des choses vivantes plutôt qu'à des constructions. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous avant de conclure. Ce que deux personnes destinées l'une à l'autre construisent, quand elles se retrouvent, finalement, quand la résistance cède,
quand le travail intérieur a été fait au moins partiellement, ce qu'elles construisent est qualitativement différent de ce que construisent deux personnes dont la connexion est fondée sur des besoins de surface. Ce n'est pas plus parfait dans le sens conventionnel du terme. Ce n'est pas exemple de conflits, de malentendus, de journées difficiles, de moments où l'on se demande si l'on a fait les bons choix. La vie ne ressemble jamais au film, même pour les âmes les mieux assorties. Mais ce que deux personnes destinées construisent a une qualité fondamentale que les connexions de surface n'ont pas. C'est une connexion fondée sur la vérité de qui elles sont réellement, pas qui elles prétendent être, pas qui elles pensent qu'elles devraient être, pas qui les autres attendent qu'elles soient, mais qui elles sont, dans leur complexité la plus honnête, dans leur lumière et dans leur ombre. Et une connexion fondée sur cette vérité-là a une résilience particulière. Elle peut être ébranlée, elle peut être mise à l'épreuve. Elle peut traverser des tempêtes qui feraient s'effondrer des structures construites sur des fondations moins profondes. Mais elle tient, parce qu'elle est fondée sur quelque chose de réel. Et le réel, le vrai réel, pas l'apparence de réel, ne se laisse pas effacer facilement. Jung avait une vision de l'amour qui était moins romantique que celle de la poésie et plus profonde que celle de la biologie. Il voyait l'amour comme un processus de transformation mutuelle. Deux âmes qui se rencontrent et qui, par cette rencontre, deviennent chacune plus complète qu'elle ne l'était avant. Pas parce que l'autre vous complète dans le sens d'une pièce manquante. Cette métaphore implique que vous étiez incomplet, et Jung refuserait cela. Mais parce que l'autre vous révèle à vous-même, vous montre des aspects de votre propre nature que vous n'auriez peut-être jamais vus sans lui. Vous donne accès à des profondeurs que vous n'auriez peut-être jamais explorées sans la gravitation de sa présence. C'est ça, la connexion destinée. Ce n'est pas l'autre moitié de vous, c'est le miroir qui vous montre votre entièreté. Et une fois qu'on a vu son reflet dans ce miroir-là, une fois qu'on a reconnu sa propre profondeur dans le regard de l'autre, il est extrêmement difficile de se contenter de moins. Il est extrêmement difficile de faire semblant de ne pas avoir vu ce qu'on a vu. Et c'est pour ça, finalement, fondamentalement, que deux personnes destinées l'une à l'autre ne peuvent pas se résister longtemps. Pas parce que leur volonté est faible, mais parce que leur vérité est forte. Permettez-moi de terminer par une image. Imaginez deux aimants. Vous pouvez les séparer. Vous pouvez les mettre dans des tiroirs différents, dans des pièces différentes, dans des maisons différentes. Il reste deux aimants. La séparation ne change pas leur nature fondamentale. Et si un jour les circonstances les rapprochent, si la vie, avec son intelligence propre, crée les conditions d'une proximité, leur nature fait le reste, sans effort, sans décision consciente, sans qu'ils aient à se convaincre de quoi que ce soit. Ils s'orientent l'un vers l'autre. Naturellement, inévitablement, parce que c'est ce qu'ils sont. Jung dirait que certaines âmes humaines fonctionnent comme ça. Pas toutes, pas la plupart, mais certaines. Des âmes qui ont été configurées. Par quoi exactement? Jung laissait humblement cette question partiellement ouverte pour se reconnaître mutuellement et se transformer mutuellement. Et pour ces âmes-là, la résistance est toujours temporaire. Elle peut être longue, elle peut être douloureuse. Elle peut ressembler à une séparation définitive pendant des mois, pendant des années. Mais en dessous, dans les profondeurs de l'inconscient, dans ces couches de la psyché, que ni le temps, ni la distance, ni les bonnes résolutions ne peuvent véritablement atteindre, quelque chose attend, patiemment, silencieusement, avec une confiance tranquille dans le processus. Et ce quelque chose, cette force d'attraction, cette gravitation d'âme, cette réalité psychique que Jung a passé sa vie à nommer et à honorer, cette chose-là ne se laisse pas effacer. Elle attend son kairos, son moment juste. Et quand ce moment arrive, sous quelque forme qu'il prenne, dans quelque circonstance que ce soit, elle n'a pas besoin de forcer. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle n'a pas besoin de plaider sa cause. Elle est simplement là, évidente, incontournable, réelle. Et vous savez,
dans votre corps, dans votre âme, dans cet endroit en vous qui n'a jamais vraiment oublié, vous savez que vous aviez raison depuis le début, que c'était réel, que ça l'est encore. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, partagez-la avec quelqu'un qui traverse ce genre de questionnement. Laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous vécu cette résistance impossible? Et qu'est-ce qui a finalement cédé en premier? La distance, le temps ou vous-même? Je lis tout. Prenez soin de vous. À bientôt.